En dépit de sa volonté de prendre à rebours la politique de son père, Louis XI était porteur d'un grand dessein pour le royaume. Tout comme Charles VII, il identifiait un péril majeur à son pouvoir, l'existence de principautés puissantes et très indépendantes, la Bourgogne et la Bretagne, capables de fédérer contre la couronne les grands féodaux et les ennemis de la France. Ainsi, son grand projet fut et demeura tout au long du règne d'imposer la souveraineté royale par une véritable politique de puissance à l'intérieur comme à l'extérieur du royaume. Pour ce faire, Louis XI identifia trois grandes orientations. 1. Affirmer la puissance de la France à l'extérieur et l'autorité de son roi à l'intérieur en perfectionnant le fonctionnement des institutions monarchiques. 2. Accroître la stabilité et la prospérité économique du royaume en vue de lui conférer les moyens de sa politique. 3. Déposséder de leur puissance ses principaux adversaires en mobilisant tous les leviers à sa disposition. Dans cet état d'esprit, Louis XI détermina un premier objectif: recouvrer les villes de la Somme cédées par Charles VII au duc de Bourgogne lors de la paix d'Arras de 1435. Ces cités picardes, stratégiques sur la frontière franco-bourguignonne, constituaient en effet une série de forteresses essentielles à la défense du royaume. Or, le traité d'Arras prévoyait la possibilité pour le roi de France de racheter ces villes pour la somme colossale de 400 000 écus. Aussi, dès son avènement, Louis XI mit-il tout en œuvre pour satisfaire cette ambition. Pour ce faire, il devait résoudre deux problématiques: réunir les sommes nécessaires d'une part, et obtenir l'assentiment du duché de Bourgogne d'autre part. À cette fin, Louis chercha à complaire à son oncle ainsi qu'à son cousin Charles, tout en accroissant son influence sur le conseil ducal. Les nominations aux offices de 1461 participèrent de cette stratégie. En effet, comblant d'orgueil Philippe le Bon, Louis XI nomma à la chancellerie Pierre de Morvilliers, un favori du duc. Il confia également à Antoine de Crouy, acteur central du gouvernement de Bourgogne, le titre de grand maître de France. De même accorda-t-il à Charles de Charolais, fils héritier de Philippe le Bon, une pension annuelle de 36 000 livres, sans parvenir à le rallier à sa cause pour autant. Par conséquent, Louis s'employa à entretenir en Bourgogne les meilleurs sentiments à son endroit, préalable indispensable à la réussite des négociations futures. Dans le même temps, il lui fallait rassembler quelques 200 000 écus sur les 400 000 nécessaires à l'opération. Le recours à l'impôt et aux emprunts s'en trouva donc inévitable. La question fiscale souleva beaucoup d'espoir lors de l'intronisation de Louis XI. L'impôt permanent, en effet, prélevé sans l'accord des sujets du royaume, était perçue comme une pratique inadmissible en temps de paix. Elle était vécue par les contribuables comme une captation injuste et supplémentaire de leurs revenus, déjà imposés par l'Église et l'autorité locale. Ne bénéficiant d'aucune contrepartie directe en termes de services publics, outre une paix, une sécurité et une justice relative, la population n'appréciait guère de céder le fruit de son travail à la rapacité d'agents fiscaux véreux. Connaissant l'hostilité qui avait séparé Louis de son père, les sujets de France placèrent de vifs espoirs en lui. Or, au vu des seules dépenses allouées aux compagnies d'ordonnance et à l'hôtel royal, le roi ne pouvait se satisfaire des 50 à 100 000 livres issus de son domaine. De plus, Louis XI ne concevait pas l'impôt comme une simple ressource visant à financer des dépenses de fonctionnement. Volontariste, il usa toujours de l'argent comme d'un instrument au service d'une grande politique. Aussi, ne pouvant alléger la fiscalité, Louis XI reconduisit dès son avènement les impositions directes et indirectes pour l'année suivante. Pour le contribuable, la désillusion fut fort pénible. Dès septembre, des émeutes embrasèrent certaines villes de France, vigoureusement écrasées par crainte d'un soulèvement général. Nonobstant, si le maintien de l'impôt permanent s'avérait indispensable à l'exercice de son pouvoir, Louis XI n'en demeura pas moins novateur. En effet, le système fiscal hérité de Charles VII reposait sur trois rentrées principales: la gabelle, impôt sur le sel, les aides, imposition indirecte sur les transactions commerciales prélevées par des fermiers, et la taille, imposition directe dont le montant était fixé chaque année par le Conseil royal, réparti entre les 4 généralités du royaume, Languedoc, Languedoy, Normandie et Outre-Seine et Yonne, puis sur plusieurs échelons jusqu'à contribution directe dans la paroisse. Devant la complexité de cette organisation et la rentabilité très inégale de ces 3 types de prélèvements, Louis XI décida de simplifier ce système afin d'en réduire les frais de levée. Son projet consistait à restreindre l'ampleur de l'administration fiscale afin d'en réduire le coût de fonctionnement.
Il s'agissait donc de perfectionner les institutions monarchiques en vue d'augmenter les rentrées fiscales pour un niveau de prélèvement identique. S'inspirant de ce qu'il avait vu dans les Pays-Bas bourguignons, Louis constata que les aides prélevées dans les campagnes rapportaient peu en comparaison avec les villes, où se concentrait l'essentiel des transactions commerciales. À l'inverse, les revenus issus de la taille provenaient majoritairement des campagnes, où l'estimation des biens immobiliers était plus aisée. Louis XI décida donc, par l'ordonnance du 23 novembre 1461, de supprimer les aides dans les campagnes et la taille dans les villes, tout en tenant compte des particularismes et coutumes locales. À cette première simplification, il adjoignit une mesure de décentralisation, en confiant aux assemblées d'État le soin de rassembler les sommes exigées par la couronne et aux tribunaux de bailliage la gestion du contentieux en première instance. Cette nouvelle organisation étant posée, le roi put opérer une formidable épuration au sein de l'administration centrale. Il renvoya les élus sur le fait des aides, purgea une partie des agents fiscaux, puis supprima la Cour des aides en charge du contentieux fiscal en avril 1462. Sur le principe, cette nouvelle organisation devait accroître les revenus de la monarchie. Or, le résultat s'avéra bien décevant. Trop ambitieuse, trop précipitée, la réforme fiscale de Louis XI se heurta aux réticences des officiers, à l'inexpérience des commissaires des États, à l'hostilité de contribuables en pleine confusion et, conséquemment, au déchaînement du contentieux. Hagard devant la baisse drastique des rentrées fiscales, Louis XI ne persévéra pas exagérément dans ses projets. Au terme de quelques mois, il avait grandement besoin d'argent pour mener à bien ses ambitions. Il réintégra les officiers, les élus et les juges démis de leurs fonctions, puis reconstitua l'ancien système centralisé de son père dès 1464. Toutefois, il maintint la suppression des tailles en ville et des aides à la campagne. Cette distinction nette entre urbains et ruraux lui permit de cibler l'accroissement de la pression fiscale sur les campagnes spécifiquement, réputées plus dociles que les bourgs. Elle lui assura également la fidélité des villes, dont les arsenaux, les vivres, les places financières, mais surtout les forteresses, constituaient des atouts de poids en cas de conflit contre les princes. Qu'une cité ouvrît ses portes ou non à l'ennemi pouvait faire basculer le cours d'une guerre. Aussi, Louis XI s'employait-il toujours à écouter et à satisfaire les intérêts de ces bonnes villes, en contrepartie de quoi il attendait d'elles le plus fervent soutien dans l'adversité. Les exemptions de gabelle accordées à certaines cités participèrent aussi de cette politique. Les efforts que Louis XI imposa aux contribuables du royaume furent également astreints à son entourage ainsi qu'à son propre hôtel. En effet, l'un des objectifs prioritaires étant de financer le recouvrement des villes de la Somme, il s'agissait pour le roi de limiter le plus possible les dépenses publiques jugées secondaires. Ainsi, l'épargne que Louis XI constituait ne pouvant être mobilisée, le roi manquait régulièrement de fonds pour financer les affaires courantes, ce qui le conduisait à recourir à des emprunts de très court terme, remboursables à échéance de quelques mois tout au plus. Louis sollicitait également ces bonnes villes, dont il orientait volontiers les élections en vue de s'attacher leur consentement à lui faire crédit. Dans le même temps, le roi devait composer avec les dépenses incompressibles. Il ne pouvait se permettre de rogner trop généreusement les pensions des princes, sous peine de les voir se soulever contre son autorité. Il ne pouvait pas non plus suspendre le versement des soldes de ses compagnies d'ordonnance, soutenues par la noblesse, et qui seraient trop vite tentées par le brigandage. Ne pouvant donc que modérément restreindre ses frais, Louis XI se contenta d'adopter le modeste train de vie qu'il avait connu à Genappe, d'exiger le contrôle des comptes sur les constructions, de réduire raisonnablement le nombre d'agents à sa charge, et de cibler quelques pensions à réduire ou à supprimer parmi quelques bénéficiaires en disgrâce. Le comte de Charolais, futur Charles le Téméraire, fit les frais de cette politique lorsqu'à l'été 1462, exilé suite à une grave dispute avec son père, Louis XI lui retira sa pension royale. C'est également en 1462, alors qu'il était en quête de fonds, que Louis XI tenta une manœuvre de guerre économique contre Genève. Genève, en effet, constituait une place commerciale importante au nord des Alpes, placée en intermédiaire entre les nœuds de Champagne et d'Allemagne d'une part, et les riches cités d'Italie d'autre part. L'ambition du roi Louis étant d'accroître ses capacités financières, il imagina qu'une déviation des flux commerciaux de Genève vers Lyon lui serait certainement des plus avantageuses. Les marchands de toute l'Europe, en effet, seraient tentés de déverser leurs produits sur la place de Lyon, renforçant le dynamisme économique de ces foires, et par conséquent, la puissance commerciale de ce nœud. Pour y parvenir, Louis XI comprit qu'un assèchement du commerce à Genève permettrait de détourner ces flux commerciaux.
Le roi de France voyait en ce projet d'autant plus d'avantages que Genève prenait ouvertement le parti de Philippe de Bresse, duc de Savoie très anti-français, ce qui constituait cette cité en ennemi de la France. De plus, Genève représentait pour la Bourgogne une place économique importante vers l'Italie. Louis XI n'eut alors aucun scrupule à décréter un boycott total de la foire de Genève, qu'il imposa aussi bien aux marchands français qu'étrangers. Il exhorta tous les commerçants à se diriger vers Lyon, en lieu et place de Genève, en vue de faire des affaires. Certains banquiers italiens, souvent florentins, très liés à la Maison de France, fermèrent ainsi leurs succursales genevoises pour les rouvrir à Lyon, entre 1462 et 1466. L'opération de guerre économique lancée par Louis XI aboutit donc à un certain succès, en cela qu'elle détourna les flux commerciaux vers la France, à un moment où le royaume avait grand besoin d'argent. Soucieux d'accroître le domaine royal, à l'intérieur contre les princes et à l'extérieur contre ses voisins, Louis XI jeta son dévolu sur la Catalogne, région riche et industrieuse, entrée en rébellion contre son suzerain, le roi d'Aragon. Depuis juin 1458, en effet, avait succédé à Alphonse V son demi-frère, le roi Jean II. Jean était roi de Navarre depuis 1425, par son mariage avec Blanche de Navarre. En 1441, à la mort de son épouse, il avait catégoriquement refusé de céder son trône à son fils Don Carlos, prince de Viana. Aussi le prince s'était-il insurgé contre son père, qui l'emprisonna en 1451, avant de le libérer en 1453. Tandis que Don Carlos se réfugiait à Naples, Jean II réunit les Cortés en 1457 afin de faire reconnaître sa fille cadette Léonore, épouse du comte Gaston IV de Foix, comme reine légitime de Navarre. Enfin, en 1458, Jean II devint roi d'Aragon, lui conférant ainsi l'autorité sur les royaumes d'Aragon, de Valence, de Sardaigne, de Majorque, ainsi que sur la Sicile et la principauté de Catalogne. En 1460, là des vieilles querelles l'opposant à son père, Don Carlos tenta un rapprochement avec Jean II, mais loin d'apaiser la situation, le roi fit arrêter son fils aux grandes dames des Catalans, auprès desquels le prince de Viana, héritier du trône et lieutenant général en Catalogne, était fort populaire. Piqué au vif, toute la Catalogne entra en insurrection contre Jean II d'Aragon, qui se résolut à relâcher Don Carlos. Encore dauphin de France, Louis, de son côté, avait su tisser de cordiales relations avec le prince de Viana. La haine inexpiable qui les opposait à leur père avait manifestement contribué à rapprocher les deux hommes. Or, le 23 septembre 1461, un mois après l'avènement de Louis XI, Don Carlos mourait à l'âge de 40 ans. Dès le mois d'octobre, Louis fit savoir aux États de Catalogne tout le bien qu'il pensait de son ami le prince de Viana, dont le décès le laissait très courroucé et déplaisant. Puis il leur adressa une seconde lettre, dans laquelle il expliquait que Don Carlos, avant de mourir, avait placé les Catalans sous la protection du roi de France. De plus, il dépêcha à Barcelone des envoyés chargés de placer les Catalans dans les meilleures dispositions à son endroit. La manœuvre était audacieuse, mais fort peu discrète. Il devenait évident en effet que Louis XI comptait profiter de la rébellion de la Catalogne contre le roi d'Aragon en vue de la soumettre à sa propre autorité. C'était mal connaître la soif d'indépendance qui caractérisait le peuple catalan, en quête d'un protecteur de ses coutumes et libertés, et non d'un maître aussi envahissant et taxateur que le roi de France. Aussi, devant les égards suspects de Louis XI, Barcelone y conduisit avec froideur les ambassadeurs du roi. Irrité par ce premier échec, Louis procéda à un renversement. En mai 1462, il scellait un traité avec Jean II d'Aragon par lequel les deux rois concluaient une alliance personnelle, prévoyant l'intervention de la France pour réduire le soulèvement des Catalans. L'assistance de Louis XI n'était toutefois pas charitable. Le traité prévoyait en effet une indemnité de 200 000 écus d'or gagée sur tous les revenus de la Cerdagne et du Roussillon. Dans l'attente du versement complet de cette somme, titanesque pour le roi d'Aragon, ces deux provinces seraient confiées à la garde du roi de France. Ainsi, Louis XI, saisissant les opportunités, tenta d'associer à ce traité son double objectif d'expansion territoriale et de rentrée d'or, le rachat des villes de la Somme demeurant toujours l'un de ses principaux soucis. Désormais allié à Jean II contre les Catalans révoltés, Louis XI nomma son vassal Gaston IV de Foix, gendre du roi d'Aragon, à la tête de son armée. Dès juillet 1462, le Roussillon se trouvait sous le contrôle du roi de France. Il fallait à présent s'aventurer par-delà les Pyrénées. S'enfonçant dans une Catalogne extrêmement hostile, les compagnies devaient affronter l'animosité de la population locale, la raréfaction des vivres et des munitions,
l'empoisonnement des points d'eau, les épidémies et les retards de paiement des soldes. Parvenus sous les murs de Barcelone, les troupes franco-aragonaises tentèrent d'assiéger la ville en septembre 1462. En réaction, les autorités catalanes sollicitèrent le secours d'Henri IV, roi de Castille, en échange de leur soumission. Vieil allié du royaume de France mais grande rivale de la couronne d'Aragon, la Castille voyait d'un œil mauvais le rapprochement entrepris par Louis XI à l'égard de Jean II. Aussi, acceptant la suzeraineté proposée par Barcelone, le roi de Castille entra dans le conflit. Cet imprévu prit au dépourvu Louis XI et Jean II. Dès le 3 octobre 1462, les troupes franco-aragonaises levaient le siège de Barcelone, tandis que l'armée castillane s'élançait contre la Navarre. Alors que l'on révisait tous les plans de bataille en réponse à l'arrivée du nouveau belligérant, une fièvre insurrectionnelle s'empara de Perpignan, puis se propagea jusqu'à embraser tout le Roussillon. Louis XI, soucieux de conserver ses prises, missionna le duc de Nemours dans la reconquête. Le 9 janvier 1463, Perpignan était reprise, suivie de Collioure le 14. Il fallut attendre le mois de juin pour soumettre de nouveau toutes les places fortes du Roussillon. Au printemps 1463, Louis XI ne pouvait faire abstraction de la tournure que prenaient les événements. Ce qui ne devait être à l'origine qu'une modeste campagne de répression contre les Catalans et d'extorsion contre l'Aragon, en or ou en terre, semblait progressivement dériver vers un conflit hasardeux et sans intérêt. Aussi le roi de France décida-t-il de sécuriser ses possessions et d'apaiser la situation. Dès le mois de mars 1463, il annonça aux habitants de Perpignan qu'il les considérait comme sujets du royaume de France, en violation totale du traité convenu avec Jean II. De plus, l'armée française resta sagement cantonnée au nord des Pyrénées, laissant le reste de la Catalogne aux mains des insurgés. Puis le 28 avril, Louis XI rencontra Henri IV de Castille sur la Bidassoa. L'entrevue faillit virer à la catastrophe. Le contact entre les deux rois n'éveilla entre eux que de l'antipathie. Les Castillans se riaient du piteux accoutrement du Valois, tandis que les Français raillaient la laideur des traits du Trastamare. Malgré tout, les négociations finirent par aboutir. Louis XI parvint à établir son arbitrage aux deux parties. Le 23 mai 1463, par une sentence arbitrale proposée par le roi de France, Jean II accepta de remettre la Navarre à son gendre le comte de Foix, à l'exception du district d'Estella, cédé à la Castille, laquelle renonçait à la Catalogne. Le roi Henri écarté, la Catalogne se retrouvait de nouveau sans protecteur. Aussi Louis XI, sans autre considération pour le roi d'Aragon, revint-il à la charge auprès des Catalans. Son ambition ne se limitait pas uniquement au Roussillon et à la Cerdagne, province relativement pauvre et désormais sous sa tutelle, mais à toute la Catalogne et notamment Barcelone. Le roi de France tenta donc d'amadouer les Cortés de Catalogne, auprès desquels il conclut une trêve. Entrant dans son jeu, les autorités catalanes missionnèrent leurs ambassadeurs auprès d'un Louis XI au comble de l'affabilité. Saisissant parfaitement les desseins du roi de France, les Catalans ne rappelèrent leurs envoyés qu'une fois nommé leur nouveau prince en janvier 1464 en la personne du portugais Don Pedro. Louis XI, revenu de ses illusions, demeura passablement aigri d'avoir été abusé de la sorte. Néanmoins, le bilan, quoique décevant aux yeux du roi de France, n'était pas si mauvais. La paix était rétablie avec la Castille, tandis que la Cerdagne et le Roussillon restaient françaises. Si la campagne de Catalogne fut menée par pur opportunisme, une autre grande question agitait l'esprit acéré de Louis XI en début de règne, la conquête de Calais. N'ayant pas conclu de paix depuis la reprise des hostilités en 1449, la France et l'Angleterre se trouvaient toujours en guerre en 1461. Or, depuis la bataille de Castillon en 1453, les Anglais étaient chassés du continent à l'exception notable de Calais, dont ils s'étaient emparés en 1347. Cette tête de pont, si utile à l'envahisseur, inquiétait Louis XI sur le long terme. Aussi, bien décidé à profiter de la guerre civile qui sévissait en Angleterre, le roi plaça tous ses espoirs dans un projet de reconquête rapide de Calais. Pour ce faire, Louis XI devait s'attacher le soutien du duc de Bourgogne, dont les domaines de Picardie et de Flandre cerclaient le Calaisis. Aussi, dès le mois de septembre 1461, Louis exigea de son oncle qu'il brisât ses liens avec Édouard IV, sacré roi d'Angleterre quelques mois plus tôt, en avril. Mais pour Philippe le Bon, l'appui anglais constituait précisément une assurance contre les prétentions françaises. Par conséquent, celui-ci refusa de rompre cet équilibre, si salvateur pour l'indépendance et la prospérité de son duché. Ne parvenant pas à ses fins auprès de son oncle, Louis XI s'en vint tâtonner auprès des Anglais. La guerre des Deux Roses, en effet, déchirait l'Angleterre en deux factions rivales. La maison de Lancastre d'une part, dominée par Marguerite d'Anjou, épouse du roi Henri VI, et la maison d'York d'autre part, alors incarnée par Édouard IV.
Après de nombreux rebondissements, la situation semblait des plus confuses outre-Manche, si bien que Louis XI ne savait pas quel parti soutenir. Aussi se contenta-t-il d'imposer ses conditions. En avril 1462, le roi de France rencontra Marguerite d'Anjou. En grand besoin d'argent, celle-ci accepta de signer un traité par lequel, contre à peine 20 000 livres de subsides, elle abandonnait Calais à Louis XI, faute de remboursement avant une année. Humiliante pour la maison d'Anjou, ces concessions n'eurent aucune implication pour Calais, dans la mesure où la ville était tenue par les yorkistes. Ainsi, Louis XI déclara qu'il prenait parti pour Marguerite d'Anjou, sans pour autant lui donner les moyens de vaincre. De fait, en octobre 1462 puis mai 1463, Marguerite d'Anjou tenta de reprendre l'Angleterre en vain. S'avouant vaincue, elle abandonna le trône à Édouard IV en août 1463. Louis XI en prit acte. Sous la pression de Philippe le Bon et des circonstances, Louis accepta de renoncer à Calais en 1463. En septembre, le duc de Bourgogne intervint afin d'éviter le retour de la guerre sur le continent. Désireux de défendre la chrétienté par une croisade contre les Ottomans, le duc organisa une conférence des ambassadeurs de France et d'Angleterre afin de réconcilier les deux adversaires. À l'automne, une trêve était convenue sur terre puis étendue sur mer en avril 1464, avant d'être renouvelée d'une année. Un mariage entre Édouard IV et Bonne de Savoie, sœur de la reine de France, fut envisagé dans l'intérêt de la paix. Mais les beaux attraits d'Élisabeth Woodville, l'ambitieuse maîtresse du roi d'Angleterre, eurent raison de ce rapprochement. Ainsi, dès le mois de mai 1464, les perspectives de concorde durable entre la France et l'Angleterre étaient éclipsées. Calais, quant à elle, demeurerait anglaise jusqu'en 1558. Les premiers temps du règne de Louis XI consistèrent à mettre en œuvre les réformes qu'il avait envisagées dans l'attente de la couronne. Pour ce faire, il s'inspira largement des Pays-Bas bourguignons, dont il admirait le dynamisme industriel et commercial. Cependant, la frénésie réformatrice du nouveau souverain se heurta à une lourdeur bureaucratique dont il maîtrisait peu les rouages. Ses premières expériences n'aboutissant pas immédiatement, selon l'effet escompté, le roi se contenta de rétablir une large part de l'organisation antérieure afin de garantir le succès rapide de ses entreprises. Ces revirements n'alimentèrent pas la popularité du roi. Par la suite, il n'osa plus s'aventurer dans les expérimentations douteuses. Revirements aussi dans sa politique étrangère, où l'on vit un Louis XI prédateur et flagorneur trahir systématiquement ses engagements. Dans l'affaire catalane, le roi n'hésita pas à s'allier avec un ennemi historique de la France, l'Aragon, tout en érodant la solide alliance castillane. Dans l'affaire de Calais, il imposa à Marguerite d'Anjou un traité inique et de fait inopérant et n'épousa sa cause que du bout des lèvres. La duplicité du roi de France fut ainsi connue de tous. Cependant, il convient de remarquer que les premiers échecs de Louis XI s'inscrivaient dans une vision politique de long terme, au sein de laquelle l'argent comptait une place de premier ordre. Il était souhaitable en effet que le roi améliorât le système fiscal, qui constituait, avec la justice, parmi les principales préoccupations de ses sujets. De même était-il habile de profiter des troubles en Aragon et en Angleterre pour faire main basse sur la Catalogne et le Calaisis. Mais devant le troublant désordre qu'avaient engendré ces décisions, Louis XI eut le bon sens de ne pas persévérer dans l'erreur. Impatient et inquiet, il se ravisa devant les déconvenus, ne conservant qu'une part minime de ses projets initiaux. Prenant acte parfois tardivement des limites de sa politique, Louis XI s'évertuait ainsi à concilier ambition et réalisme, l'un se faisant toujours le moteur de l'autre, et réciproquement.